Ce soir, je vais essayer de continuer. La dernière fois, j'ai introduit quelque chose qui ne va pas de soi, c'est-à-dire le masque. Le masque du psychanalyste ténor, c'est comme ça que j'ai appelé la séance. Alors, je voudrais continuer aujourd'hui, et notamment partir de ce sur quoi j'ai terminé, à savoir la dimension de la technique, indispensable, évidemment. Et je disais la dernière fois que si la technique est indispensable, évidemment, si elle est nécessaire, si elle ne cesse pas, c'est ça la nécessité, il y a quelque chose d'autre. Alors on pourrait dire, d'après ce qu'on connaît bien, qu'elle n'est pas suffisante. Il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire il y a ce qui, du corps du psychanalyste, du corps du ténor dramatique, je reste dans cette dimension qui est celle de mon expérience, je ne parle pas comme ça en général, c'est que je ne fais pas enseignement universitaire, je parle de cette expérience qui est la mienne et qui prend en compte tout ce qui est derrière moi, c'est-à-dire cette bibliothèque qui correspond aux différents moments de ma trajectoire, hein, qu'il s'agisse de l'université avec les études de psychologie, ensuite la médecine, faculté de médecine, médecin, ensuite spécialité en psychiatrie, ensuite une psychanalyse, et plusieurs années après, soudainement, en entendant je ne sais pas quoi, on ne peut même pas dire je ne sais quoi, comme disait Précieuserie, ridicule, dont parle Molière, en entendant je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui a à voir avec le silence. Hein, là, quand on dit le silence fait le trou, le cri fait le trou, le silence se rue. Alors le silence, c'est quoi le silence? Je crois que c'est entendre là, sur un mode métaphorique, comme la disparition de toute la connaissance. C'est-à-dire que ce qui sans doute commence à apparaître là sur l'écran, c'est toutes les connaissances par où je suis passé, religieuses, médicales, psychologiques, psychanalytiques. Et tout ça fait qu'il apparaît quelque chose, hein, qui est un diplôme, qui sont des diplômes, qui représentent quelque chose, puisque ça permet d'exercer légalement une certaine fonction. Mais, bien sûr, il y a autre chose, et c'est ce qui est apparu, qui apparaît progressivement, et c'est ce qui est apparu, et dont je voudrais parler, puisque c'est ça. Peut-on dire que toute cette connaissance est un masque? C'est ça la question. C'est une grande question. Un masque, on pourrait dire même de fer. Un masque de fer. Ça ne va pas de soi, évidemment. Pas de soi du tout. Le masque introduit, dont j'ai parlé la dernière fois, introduit dans l'histoire de la Grèce, dans l'histoire de ce qui se faisait au théâtre, hein, de ce qui se faisait dans un culte religieux, celui de Dionysos notamment, introduit quelque chose de particulier, pour autant que celui qui va, on cite ça vers 535 avant Jésus-Christ, Thespis, du dème d'Acaria en Attique,
celui qui va effectivement avoir une idée, c'est pas une idole, une idée géniale. C'est-à-dire que le chef de chœur qui intervenait au début, pour une mélopée comme ça, c'était le coryphée, hein, c'est le chef de chœur, qui donc organisait, qui dirigeait ce chœur circulaire, où il n'y avait pas de faille, qui chantait à l'unisson, qui dansait en même temps. À un moment, le Thespis, 535, on dit, avant Jésus-Christ, c'est important à situer, parce que ça vient juste après le lyrisme dans la poésie en grec. Évidemment, l'opéra, c'est lyrique, hein, il y a quelque chose, là, oui, la lyre. Et ça ne suffit pas, hein, la lyre d'Apollon et puis la flûte de Dionysos. Hein. Bon. Eh bien, cette idée géniale, c'est d'arracher, c'est de séparer. Dans le mot séparer, il y a le mot parere. Parere, qui est séparé, bien sûr, mais qui est aussi engendré. Engendrer, la parturition. C'est aussi la partition. C'est une part de l'humain particulière qui... C'est ça le truc. C'est ça le truc qui survient que lors du contingent. C'est-à-dire que quand ce qui ne cesse pas de s'écrire, de se dire, dans un dit, c'est pas le dire, hein, c'est le dit, les énoncés, les connaissances, les choses comme ça que l'on peut retrouver, ce qu'on apprend, hein, tout ça, là. La bibliothèque, là. Hein. L'important, c'est quoi dans une bibliothèque? Ben, c'est qu'il y a un manque. C'est qu'il y a un endroit où il n'y a pas de livre. Voilà. Et néanmoins, effectivement, il faut bien que il y ait ce masque, c'est-à-dire cette fixité qui apparaît donc dans la naissance de la tragédie, qui vient, la tragédie, je vous renvoie à Nietzsche, hein, 1872, je crois, la naissance de la tragédie, où il explique que c'est, enfin, qu'est-ce qui s'est donc passé, qu'il est donc le pouvoir de Dionysos, ce dieu insaisissable, c'est le contingent, là, hein. C'est pas un Olympien, pourtant c'est un Olympien. Hein. Alors bien sûr, c'est le fils de Zeus, mais une terrienne. Donc il est très particulier, c'est pas un Olympien, voilà. C'est pas le bel Apollon, le beau Zeus. C'est autre chose. Alors on va dire que c'est le Dieu qui apporte quoi? La fécondité et la fertilité. Mais à en prendre sur le mode de la production de quelque chose de nouveau. Le nouveau, c'est pas le renouveau, hein. C'est pas quelque chose qui existait déjà. Et pour ça, je reviens, et Nietzsche s'étonne, mais enfin quel pouvoir il avait ce Dionysos pour que, un jour, et ben Apollon, lui qui se la pétait, il s'y croyait, hein, Apollon, hein, Olympien. Et bien pour que Apollon, ben justement, soudainement, trouve dans ce Dieu insaisissable quelque chose et qu'il accepte la rencontre. Et c'est de cette rencontre, nous explique Nietzsche, que va naître la tragédie. Attique, grecque, on va dire. Pourtant que l'Attique, c'est évidemment ce qui tourne autour d'Athènes. Hein. Et le Dème d'Icaria, dont je parle, d'où était Thespis, c'est donc autour d'Athènes. C'est autour d'Athènes que ça se passe, cette affaire-là. Hein. Bon. Alors, il y a quand même quelque chose là, sur lequel je finissais la dernière fois, qui nous interrogeait. Là, je vais avoir un discours
singulier, on pourrait dire un peu à la Lacan, là. Hein. D'ailleurs, c'est Lacan qui m'a fait remarquer ça dans ce séminaire. Hein. Il va être différent des philosophes. On oppose souvent Parménide, c'est l'être. Bon. Ouais. Ouais. Et puis, il y en a un autre, c'est Héraclite. Héraclite, en gros, il est 50 ans avant Parménide. Enfin, on a des fragments, hein, mais il parlait, Parménide, on l'appelait Parménide l'obscur, parce qu'il ne parlait pas énigme. C'est-à-dire que ce qu'il pouvait dire ne relevait pas de la nécessité de ce qui ne cesse pas d'être dit, de s'écrire, d'être chanté. C'était autre chose. Par exemple, on ne peut pas se baigner 2 fois dans le même fleuve. Oh! Bah oui, parce que la deuxième fois, il ne sera pas comme la première. Bah oui. C'est-à-dire que, en permanence, avec Héraclite, c'est la question du paradoxe. Et là, on s'approche de quelque chose qui a à voir avec la dialectique. La dialectique est évidemment qui met en jeu l'expérience du discours, la parole. Alors, il y a eu un moment, on pourrait dire au moment, même si ce n'est pas tout à fait valable, historiquement on s'en fiche pas, bon, le problème c'est d'arriver à rendre compte de ce qu'il y a derrière moi là, d'où je suis parti, toute cette biblio là, hein, et puis d'en faire quelque chose. Ce qui ne cessait pas de devoir être, on dit appris. Appris. Oui, mais en 2 mots, c'est-à-dire qu'il y a un prix. Il y a un prix pour que ça ne soit pas comme à l'Uniprix, au Monoprix. Ça s'achète, quoi. Et puis ça se vomit le jour de l'examen, après tout. C'est tellement évident qu'il y en a avant qui dégustent, hein, il y en a plutôt qui ont peur hein, de ce moment-là. C'est comme le moment où, comme je disais citant Descartes, là, au moment de monter sur la scène du monde, l'arbatus prodeo. Je m'avance, l'arbatus masqué. Masqué. Alors, dans cet air-là, c'est ce petit air que vous pouvez écrire ailleurs, mais aussi E2RE qui est le mien, là, je vais un peu continuer à vous parler de ce que j'ai trouvé dans ce trou-là, dans ce trou du cri de Don Juan, dans mon trou de souris, là. Hein. Je disais la dernière fois de ce qui m'a rencontré, et notamment ces derniers mois. Mais toujours du fait qu'il y a ce que j'ai dans le dos, là, quand même, que je peux pas le larguer comme ça, c'est important, cette nourriture-là. Cette nourriture qui fait que la mer, c'est finalement l'Italie, quoi, le latin, les Étrusques. C'est autre chose que ce qui va se passer à la Renaissance, hein. C'est bien avant. Hein. Et ça, je ne suis pas, évidemment, au contraire. Hein. Et puis, l'aïeul, c'est-à-dire la Grèce antique. Et puis vous savez sans doute, sinon je vais vous le dire quand même, que aïeulus, là, c'est quoi? Mes aïeux, mes aïeux. Mes aïeux, c'est mes grands-parents. C'est-à-dire qu'au XIIe siècle, progressivement, parce que, évidemment, là, le français se développe, hein, ça devient la langue internationale progressivement au cours des siècles, hein, à partir du latin. Hein. Je crois que c'est aïeulus ou un nom comme ça, hein, qui va donner aïeul. Eh bien, vers le XIIe siècle, c'est le mot grand qui va suppléer. Pourquoi? Je ne sais pas. Qui va suppléer, c'est l'usage. Qui va suppléer
l'aïeul. Alors on dira grand-père, grand-mère, grands-parents. Au lieu de aïeul, aïeule, la grand-mère, et puis les aïeux, c'est les grands-parents. Mais je trouve que c'est pas mal, parce qu'aïeux, là, il y a quelque chose dans ce son-là, une sorte de diphtongue. Là. Chose qui aïeux, aïeux, chose qui renvoie aux vocalises, là. Les aïeux. Et comment on fait pour articuler les voyelles et les consonnes? Bon, on en reparlera. Bon. Alors, il y a donc, c'est ça qui m'intéresse, tout ce que j'ai dans le dos, là, c'est pas si lourd que ça, hein, parce que ça a été allégé pas mal. Hein. Mais c'est important, cette nourriture. Hein. Donc, c'est pas les claviers, c'est pas les gadgets. C'est pas les gadgets. C'est pas Google, hein. Map ou pas. Il y a donc ça, et comment ça a pu conduire au fait que la contingence, ce qui cesse de ne pas s'écrire, boum, un jour, en entendant le cri de Don Juan, l'absence, la disparition, ce que Freud appelle la pulsion de mort, même s'il ne l'a pas dit comme ça. Évidemment, quand on aura pulsion de mort, on entend que le mot mort, que ça nous mord tellement que... Mais non, ce qui compte, c'est la pulsion, c'est le mouvement. Le mouvement même qui va se nouer à la pulsion. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que va disparaître toutes les connaissances comme ça qui étaient fixées. Le masque, c'est là qui est derrière, là, qui me court après, là, qui tient. Et qui tient, ben voilà, c'est le ténor. Qu'est-ce qui tient le ténor? Comme le psychanalyste, qu'est-ce qui tient? Parce que le ténor, ça vient de tenir. Bon, ça va venir pour Augustin, ce qui tient. C'est pas ce qui le tient. Parce que ce qui le tient, ça voudrait dire qu'on est encore dans la connaissance. Donc, je reviens à nouveau, là, c'est ce 5e siècle avant Jésus-Christ. Ben, c'est une période importante. Pourquoi? Parce que, et là, les philosophes ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais ce n'est pas le problème. La question, ce n'est pas d'être conforme. Ce n'est pas d'être dans la connaissance. C'est qu'il y a un savoir qui n'est pas celui de la connaissance. Et c'est là que le psychanalyste peut témoigner de quelque chose d'insaisissable et qui pourtant n'est pas du fait qu'il existe. Ce que Lacan appelait l'autre, grand A, première lettre, dit-il. On m'a laissé de la place, la deuxième lettre, c'est le B, c'est celui du livre, la Bible, et moi je prends la première, l'autre, grand A. Il y a un moment comme ça, c'est pas évident du tout quand on lit, parce que tous ceux qui écrivent là-dessus, ben, ils sont pris dans ce qu'il y a derrière moi là. C'est normal. La connaissance. Il n'y a rien de plus important que des connaissances. Et des connaissances, vous voyez que... Ben, qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez des connaissances? Ils ont quelque chose qu'ils appellent déconner. C'est pas facile de déconner. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Ce qui est étonnant quand même, c'est que c'est ça qu'on a mis à la place de la vérité. Et c'est ce qui va apparaître dans l'histoire du rapport à la connaissance chez les Grecs, lorsque, à la doxa, je trouve que ça nous est très difficile de définir ce qu'est la doxa. Enfin, je vais en dire un mot. À la doxa, parce que ça va permettre de parler de ce qui se passe, justement, quand on découvre, pourquoi pas, après tout, on va laisser comme ça. Quand on découvre le fait qu'il y a autre chose que ce que l'on avait pensé. Eh bien, il y a quelque chose qui apparaît, c'est-à-dire qu'à un moment, ça tourne autour de Socrate. Socrate, il est mort en 399 avant Jésus-Christ. On a fait tout un truc, hein. La ciguë, tout ça, c'était vraiment fantastique. Il résiste, il accepte de mourir. Oui, c'est vrai, c'est quand même un bon hystérique, hein, Socrate. Ah, pourquoi pas? Après, il faut bien avoir
comme on dit une structure. Hein. Eh bien, Platon, donc, Platon, tout ça, là, bon, ils vont mettre en place quelque chose qui va suppléer, mettre de côté la doxa, qui est l'épistémé. Et on l'a toujours, la connaissance épistémologique. C'est de l'ordre de la connaissance, c'est de l'ordre de ce qui ne cesse pas de s'apprendre, ce qui ne cesse pas la nécessité. C'est ce qu'il faut avoir, c'est ce qu'il faut redonner pour avoir le diplôme et l'examen. C'est important. Évidemment, vous entendez bien que je n'ai rien contre. Hein. Au contraire, il faut bien se le coltiner, ça. Hein. Bon. Il faut bien avaler ce foin-là, hein. Hein. Même si après, on va le cracher. Hein. Bon. Mais le foin là, que j'essaie de vous donner, là, aujourd'hui, eh bien, c'est autre chose. C'est autre chose. Je crois que c'est le chien de l'écriture qui recrache un peu tout ça. Bon. Eh bien, au moment où la doxa, alors la doxa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la doxa? Pour aller très vite, alors c'est la croyance, c'est une croyance qui est insaisissable, qu'on ne peut pas reproduire, on dit que c'est la croyance populaire, mais non, c'est un peu trop simpliste ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre du singulier et qui relève du contingent. En fait, à tel point qu'on a trouvé un mot pour ça. On a dit qu'il faut quand même la redresser, cette doxa, la mettre droite. C'est l'orthodoxie. Orthodoxe. Les orthodoxes. Celles qui se singularisent depuis, je crois, 1025 ou 1050 après Jésus-Christ, là, sur Constantinople, hein, sur l'autel de la basilique Sainte-Sophie, là, hein, quand il y a la séparation. Eux, ils n'acceptent pas que justement, quoi? Ils n'acceptent pas que cette dimension de la Trinité, c'est-à-dire que le Père, le Fils et l'Esprit fassent un. Le problème, c'est la question de ce qu'on appelle la procession. Est-ce que l'Esprit procède du Père et du Fils ou essentiellement du Père? Voilà. Pour eux, l'Esprit procède essentiellement du Père. Pour ceux qui vont s'en séparer, les chrétiens, eh bien, c'est filioque. C'est la querelle du filioque. Il procède du Père, filioque, et du Fils. Et voilà. Alors, le problème de la doxa, c'est de ne pas rentrer dans l'orthodoxie et sans pour autant tomber dans l'épistémé. Pourquoi? Parce que l'épistémé d'emblée met en place la techné. La techné, vous sentez bien sûr la technique. Et c'est ce qui va finalement apparaître dans cette relation particulière, celle du maître, le maestro, et puis celui qui a ingurgité la technique, qui a l'esclave. Qui a l'éthique du maître et de l'esclave. Alors là, on peut dire que... Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça se déploie, ça. Et il importe donc de ne pas être pris là-dedans. Et pourtant, il faut passer par là. C'est un certain prix. On est pris là-dedans, mais si on en paye le prix, PRX, on peut accéder à autre chose, qui est justement, ce qui est à l'origine de la tragédie grecque, à savoir la naissance de l'acteur. Celui qui se sépare du groupe, qui va créer un trou, une faille, dans l'unisson du groupe, ils chantaient à l'unisson, qui dansait autour de l'autel de Dionysos, et l'acteur s'éloigne, il y en aura 1, 2, 3, etc., progressivement, mais ce n'est pas ça dont je veux parler autrement. Et cet acteur, évidemment, notamment, il a un masque. Pourquoi? J'ai essayé de dire en 5 minutes quelque chose, là, pour joindre. Il a un masque. Et dans ce masque, il y a quelque chose d'assez... Au niveau de ce masque, bien sûr, il y a 2 trous pour les oreilles, mais l'important, c'est... Ça recouvre son visage. Il y a quelque chose de très béant. Hein, c'est le cri de Munch, hein. Il y a on voit
bien la béance du cul. Ce qui est important dans le cri de Munch, c'est pas tout ce qui est à l'extérieur, c'est la bouche, là. Bon, dans le cri de Munch, hein, il y a quelque chose de très béant. Et c'est ça qui va faire, c'est ça qui va apparaître. Parce que c'est important, c'est savoir. C'est-à-dire le corps. Le corps. Et du coup, le corps en question, là, eh bien, ça va permettre de pouvoir dire aux psychanalystes qu'il y a autre chose que le corps de la médecine, de la psychologie, que le corps qui est perturbé, qu'on met dans un train, etc., comme je disais la dernière fois. Il y a autre chose que ça. Il y a le fait qu'il peut y avoir un corps lyrique. Et que ce corps lyrique, plus particulièrement, c'est mon expérience, il apparaît chez le ténor, c'est le ténor à tenir l'existence de ce corps qui, comme je le disais la dernière fois, n'est pas celui qui advient avec la parole. La parole, au contraire, elle va le rejeter. Alors, je disais, les grandes voix, ben, elles savent bien qu'il ne faut pas parler avant de chanter. Même si elles savent comment faire. Hein. Bon. Eh bien, lorsque le ténor arrive sur scène, prenez Franco Corelli, qui avait une trouille pas possible, une angoisse, il fallait pousser. Coulisses. Dans la coulisse, il avait encore cette espèce de protection. C'est pas le masque, ça. C'est le masque, mais au sens courant du terme. Hein, on se cache. Mais dès qu'il arrive en scène, à Franco Corelli, 1921, 2003 à peu près, qui avait une voix de ténor dramatique, c'est peut-être, à mon avis, le dernier ténor dramatique. Domingo n'est pas ténor dramatique, c'est autre chose. Bon. Et bien quand il arrivait, et qu'il se mettait à chanter, il y avait quelque chose qui apparaissait immédiatement. C'est quoi? C'est le fixe. C'est le masque sur son visage, les yeux sont dans une direction, la bouche s'ouvre, la langue est derrière le maxillaire, les dents du maxillaire inférieur. Pourquoi? Pour que ce qui est à la base de la langue, tout à fait en arrière, puisse monter en direction du palais, pour que le larynx puisse monter aussi au niveau des aigus. Il y a tout là. Et évidemment, on ne s'en rend pas compte. Puisque tout se passe à l'intérieur, comme le disait Maria Callas. Tout se passe à l'intérieur, on ne voit rien. Le masque est devant, l'immobilité. Et c'est aussi, si vous regardez Madame Gérard Depardieu, ce qui se passe quand il parle. Il ne bouge pas beaucoup. Il y a quelque chose là-dedans. Cette dimension du masque, indispensable. Pourquoi? Parce que ça fixe quoi? Alors, vous voyez, ça fixe la pensée, comme je le disais un peu la dernière. Je crois que c'est même plus que ça. Le masque, c'est le fixe. Qu'est la pensée? Tout ce qu'il y a derrière, là, notamment les dictionnaires, hein, j'en ai pas mal, des dictionnaires, hein, là, hein. Vous voyez, Robert, latin, Gaffio, grec, il y en a un petit peu, là, les baillis, il y a même 2 baillis, dictionnaire étymologique, dictionnaire de la mythologie, dictionnaire de médecine, dictionnaire, bon, tout ça, hein, bon. Eh bien, tout ce qui est du côté du sens, là, c'est la dimension du masque, indispensable, j'insiste bien, hein. Et là, c'est ça qu'il apporte avec lui, le ténor dramatique, Franco Corelli, c'est ça que je vois, c'est-à-dire que ce que je vois est fixé. Et alors, du fait que la pensée est fixée, il y a quelque chose derrière le masque, dire le max, c'est vraiment le max. Il y a quelque chose du max qui peut arriver, c'est-à-dire, il y a du nouveau, pas du tout, qui se cache, mais le nouveau a besoin que la pensée soit fixée. C'est exactement ce qui se passe sur un divan, comme on dit. Hein. À savoir que c'est pour autant que la pensée ne contrôle plus, que tout à coup, un mot va glisser, modulation. Par exemple, décevoir devient
de se voir. Je disais la dernière fois, embrasser, embarrasser, devient embrasser. Bon, c'est tout. Ce que je veux dire, donc, l'importance du masque. C'est quelque chose de l'ordre du nécessaire, ce qui ne cesse pas. Mais il y a le contingent, c'est-à-dire il faut que soudainement, ce qui ne cesse pas cesse, c'est-à-dire qu'il y a ce fixe qui fixe pour que quelque chose de nouveau arrive. Voilà, je vais m'arrêter là en vous donnant rendez-vous dans 4 semaines.